Bonjour Madame Guéret, vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Ça a été l'une de mes premières motivations, tout simplement, quoi. Je veux dire, c'est assez marrant qu'on vienne 3 ans plus tard me poser la question, mais c'est une qualité de travail énorme. On travaille dans des espaces très grands, avec beaucoup de lumière, avec des matériaux très agréables. La petite mosaïque, alors je sais plus comment ils appellent ça en termes techniques d'architecture, mais c'est sublime, ça prend la lumière comme c'est pas permis, et puis ça apporte vraiment beaucoup. Les sols en résine, bon, on a discuté des petits problèmes de réalisation, mais finalement, c'est quand même des sols qui sont assez intéressants à utiliser, à nettoyer. Et j'ai choisi mon quartier, j'ai choisi cette tour, j'ai choisi ce patrimoine, j'ai choisi ce bailleur, rien que par rapport à la qualité de la réhabilitation, mine de rien. Je crois que c'est mon premier point. Et puis forcément aussi mes 2 collègues qui étaient là avant, qui m'ont transmis ce métier. En général, tout a été pensé pour que l'habitant s'y trouve bien, et très très vite on s'y trouve très très bien. Aussi bien dans le hall que dans les parties communes, que dans les appartements. C'est gentil de recevoir. Alors vous voyez, il y a du monde. Hein. Oui, hein. Allez-y. C'est parti. Allez-y. Attendez. Ça fait longtemps que vous êtes dans cet appart 88. 88. Ouais. Vous avez vu tout le changement là? Oui, qui était très bien. C'est vrai qu'au départ, bon, tout le monde était un peu sceptique avec les grandes baies vitrées et tout, mais c'est vrai que bon, on s'est fait et puis c'est bien. C'est bien. On a un bon environnement. C'est vrai que les halls sont bien. C'est tout ce que vous vouliez savoir? À peu près. Je pense qu'aujourd'hui, le travail, c'est surtout redonner un peu de dorure à l'image de la Grand-Mare, et puis arrêter de toujours parler que des côtés négatifs, des quartiers comme les ZUC, mais aussi voir aussi ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Parce qu'en termes d'énergie, il y a beaucoup d'énergie positive dans ces quartiers. Je pense que c'est vraiment un point crucial sur la réintervention sur les quartiers, c'est-à-dire sortir d'une idée totalement sécuritaire, ce qui est la catastrophe. Ça ne sert à rien de monter des agences d'architecture. Si on veut gagner de l'argent, il faut monter des boîtes de clôture. Et l'argent de la collectivité de notre pays passe dans la clôture au pied des immeubles à 2,50 m, de clôture haute de 2,50 m, souvent. Parce que c'est un regard un peu désespéré et désabusé. Je pense qu'on a évité l'angélisme, mais on ne s'est pas tenu dans une sorte de rapport désespéré. Et pour moi, c'est une expérience forte. Hein, forte. Je la remontre parfois en tant qu'architecte conseil en disant « Mais attendez, là, on n'est pas obligé de s'installer dans un rapport comme ça, purement sécuritaire. » La clôture des espaces publics réduite, alors que ces lieux, leur qualité, c'est la générosité des espaces, sécurise à court terme. En fin de compte, ça continue de basculer les quartiers dans des symboliques qui vont se retourner, les gens deviennent fous. Non, les gamins, on raconte pas des blagues, hein, ils voient bien les clôtures partout, ils sentent bien fondamentalement. Et je pense que c'est un mauvais calcul. Fait évidemment pas ça, place de la Concorde, donc un problème. Ce qu'on a fait là avec la Réhab, des ouvertures complètes, donc à l'opposé de s'enfermer, ça fonctionne aussi, quoi. On est obligé d'intervenir humainement sur les jeunes du quartier en leur demandant de partir, en leur demandant de respecter. Et c'est un travail de tous les jours. On ressasse les mêmes phrases aux mêmes personnes régulièrement, mais ça fait partie du jeu. Et finalement, c'est vrai qu'après cette discussion-là pendant ces 2 jours, je préfère cette situation-là, où j'ai peut-être plus de travail au niveau du social, au niveau du contact, au niveau du nettoyage, mais je me sens en sécurité, je me sens quand même libre avec l'ouverture qu'on a sur le quartier, parce que c'est une véritable ouverture. Je pense que là, c'est la société qui devrait être réhabilitée, et
qui devrait avoir un coup de pouce, pas d'architecte en bâtiment, mais en structure sociale. C'est la société elle-même qui doit être de nouveau réhabilitée, quoi. Je pense que ouais, il nous faudrait des architectes de société pour l'être humain. Allez, au revoir. Au revoir. Non, non, ouais, attention, la carte marche pas sur la carte. Viens, on y va, viens. Allez. Allez, au revoir, bonne soirée. Alors, avant d'entamer avec vous ce débat sur l'hybridation des modèles, nous avons vu beaucoup de modèles ce matin, des modèles alternatifs, des modèles classiques qu'on fait évoluer, des modèles expérimentaux, avec nos amis donc, du collectif AJAP 14. D'abord, quelques mots sur ce projet quand même, puisque les architectes ne sont pas présents, et sur les architectes. Alors, bonjour. Ça va être un peu difficile de reprendre le cours des choses parce que ce qui vient d'être dit par les personnes qui sont les gens qui vivent au quotidien dans ces lieux-là, je pense, sont très forts. Et moi, je me sens parfois désemparé par rapport à avec ces paroles-là. Oui. Je crois qu'on mesure aussi qu'il y a une partie de notre travail qui nous dépasse, puisque finalement, on est là un temps et puis il se passe quelque chose après. Voilà. Je pense que là, c'est un bel exemple. Alors, voilà, le sujet, c'est celui du tout État et du tout participatif. Donc là, on est un peu dans un cadre du tout État, puisque c'est un modèle en rue. Oui, voilà, c'est un projet d'ANRU. Donc l'histoire des Hauts-de-Rouen, c'est une ZUP, hein, c'est assez classique. Hein, ensuite on fait un projet de grands ensembles, comme on les faisait dans les années 50, 60 et jusqu'aux années 70, où on les a interdits. Et donc il y a eu évidemment il y a une première habilitation qui a été faite dans les années 90, qui s'est révélée être un tout petit peu difficile. Elle n'a pas vraiment donné grâce au bâtiment lui-même, elle l'a un tout petit peu défiguré, et ça n'a rien amélioré à la situation un peu de perdition du quartier. Donc finalement, quand arrive ce projet, il y a une rachat d'une partie du patrimoine, donc par le bailleur, la Plaine Normandie, qui décide de détruire, donc comme assez souvent dans certaines problématiques en rue, un des bâtiments, mais quand même conserve la grande majorité du patrimoine. Et donc il y a eu un appel d'offres. Alors ça, on est vraiment dans quelque chose d'assez classique. Un architecte, BMC2, ce sont deux architectes, qui ont répondu et puis qui ont proposé un premier projet qui s'est avéré à l'ouverture des plis trop cher. Donc ça a été un peu problématique avec la maîtrise d'ouvrage, et donc ils ont quitté leur contrat, ils sont partis. Il y a une deuxième équipe qui a donc fait un deuxième projet, et là c'est la mairie qui a retoqué le projet. Donc ils n'ont pas autorisé la construction de ce projet-là. Donc un peu en catastrophe, la maîtrise d'ouvrage a rappelé le projet d'origine, et qui est finalement le projet qu'on voit là. Donc il y a beaucoup c'est pour ça on va être assez court, parce qu'il se passe plein de choses dans ce projet-là. C'est le patrimoine des grands ensembles, donc voilà, c'est un patrimoine dont on entend beaucoup parler de plus en plus. Ce qui est intéressant, c'est que dans les écoles, les architectes en formation prennent ce sujet-là de plus en plus à cœur. Et là, c'est un bel exemple un peu du grain de sel, parfois, que l'architecte peut apporter dans des maîtrises d'ouvrage, on va dire des circuits assez classiques de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, où finalement, au lieu de répondre par un projet en ITE, donc en isolation par l'extérieur, qui falsifie en fait le projet d'origine et qui ne comprend rien à son fonctionnement, au contraire, développe un projet qui est en toute intelligence avec le bâti. Et on voit finalement leur intervention est très mesurée. Donc il y a une résistance par rapport à la résidentialisation, qui est un vrai sujet, puisqu'il n'y a pas que dans la promotion immobilière qu'on fait de la résidentialisation, il y a aussi évidemment dans les projets d'ANRU. Donc on voit bien qu'ils ont résisté, hein. Ils ne sont pas arrivés avec leur clôture de 2,50 m. Vous avez bien vu, elle arrive à 1,30 m, 1,40 m. Donc il y a une résistance par rapport à ça. Il y a donc un enjeu qui était celui d'ouvrir les logements, et on voit bien pour les usagers que ce n'est pas juste une réponse architecturale de façade, c'est quelque chose qui leur donne une autre vue aussi de leur logement depuis qu'ils sont dedans, en sachant que c'était la qualité originelle de ce grand ensemble, c'était la vue sur Rouen. Voilà, faut jamais l'oublier, sur une des seules parcelles qui était encore disponible
à cette époque-là, qui était une parcelle rurale, hein, comme dans beaucoup d'histoires. D'ailleurs, la ferme a été conservée parce qu'on en a fait un centre aéré, je crois, dans une des fermes. Les autres ont été démolies, mais celle-ci était conservée. Donc voilà, je pense que c'était un bel exemple. Donc dans le virage entre le tout État et le tout participatif, on est côté tout État, et de montrer que tout État, avec un peu de sueur, un peu d'acharnement, un peu de force, on réussit à un tout petit peu changer le regard aussi sur ce patrimoine, changer la vie des gens qui sont dedans. Voilà, je crois qu'il y a eu un projet aussi d'amener le tramway jusque-là. Il y a aussi des commerces qui se réinstallent. Voilà, on verra comment ça évoluera, mais la vie revient. Très bien, merci. Je pense que donc on va garder d'abord cette image effectivement, en effet, d'une époque qui vient du tout État pour entamer ce débat avec Frédéric Bonnet, à qui je demanderai cette fois de prendre sa casquette d'urbaniste et de Grand Prix d'urbanisme, et Stéphane Cordobès, qui est chargé de prospective donc au SGET, c'est-à-dire Commissariat Général à l'équité des territoires, n'est-ce pas, qui est le nom d'un organisme qu'on a bien connu auparavant sous un autre nom. Est-ce que peut-être je pourrais demander d'abord à Frédéric de poser cette problématique d'une hybridation. Là, on est sur un modèle qu'on commence à améliorer par, effectivement, qu'on améliore sur un modèle, oui, un modèle passé dur, dont on voit comment on peut le grignoter, l'émietter à travers une procédure en rue, qui reste une procédure lourde. Nous avons vu ce matin des exemples un peu plus poussés d'hybridation sur des projets plus petits, sur des enjeux peut-être plus maniables. Pour autant, la question de l'hybridation, pour toi, je crois qu'elle est centrale. C'est pas... Ce qui est très important de dire, en fait, aujourd'hui, on voit bien dans tous les projets urbains, c'est-à-dire qu'il y a une montée salutaire, j'allais dire, de l'investissement des citoyens, et de manière générale, je dirais, de la société civile, parce que quand on dit participation, en réalité, c'est aussi les entrepreneurs, les commerçants, des gens qui sont pas forcément là en tant qu'habitants, mais il y a aussi les habitants. Donc d'un côté, on a ça. Et c'est plutôt bon signe, en fait, qu'on entende beaucoup plus la parole, enfin, pas simplement la parole, mais qu'il y ait une sorte, effectivement, de participation accrue. Et en même temps, on a des cadres, on a des institutions, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités, il y a des politiques publiques portées par l'État, qui permettent, par exemple, de financer des opérations comme ça, qui ne sont pas financées par les habitants. Il y a des institutions, etc. Et donc, moi j'entends beaucoup, on l'a entendu d'ailleurs pour cette exposition, y compris d'ailleurs des retours de certains commentateurs sur l'ensemble de la biennale, que finalement les opérations de autogouvernement n'étaient pas si fréquentes que ça, et comme s'il y avait une vertu spontanément en fait supérieure de transformation portée uniquement en fait par les habitants. Donc moi je trouve que quand on regarde bien, la démocratie, ça ne fonctionne pas comme ça. La démocratie, c'est un mélange en fait de participation citoyenne accrue, de citoyenneté, de conscience de chacun d'entre nous, de conscience politique de chacun d'entre nous, qui d'ailleurs, même si elle s'améliore, est quand même relativement malade par les temps qui courent. Et puis d'institutions, quoi. Il y a des élus, il y a des gens qui votent des budgets, etc., etc. Et donc, il me semble que, enfin, ce que montrent un peu les exemples, là, c'est que on a plutôt des solutions hybrides, en fait. C'est-à-dire où il y a à la fois, on l'a vu ce matin avec les exemples d'autoconstruction, c'est-à-dire que ce que disait Constantin Petcou, par exemple, il y a à la fois une mobilisation citoyenne, associative, qui est autogérée, autoportée. Il décrit d'ailleurs très bien la difficulté de l'exercice. Quand il dit d'abord le participatif, ensuite autogéré, enfin, il dit qu'il y a une progression, que c'est très compliqué en fait, tout ça, l'apprentissage de la citoyenneté, de la démocratie participative est une chose extrêmement difficile, voilà, qui demande du temps et qui en fait, voilà. Et puis en même temps, le terrain a été mis à disposition par la ville. Donc ça a été bien rappelé ce matin par l'élu aussi de Bagneux, qui s'est engagé en tant qu'élu. Quelque part, il y a eu des financements européens, il y a eu des financements du Conseil régional, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une opération qui est à cheval entre deux modes, quoi. Et je pense, moi, je vois, puisque effectivement tu m'interrogeais plutôt en tant qu'urbaniste qu'en tant que membre du collectif,
Mais en tant qu'urbaniste, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des énergies qui sont mobilisées pour le projet. Un des soucis, c'est d'arriver à faire, notamment dans les territoires où il y a peu d'investisseurs et peu de financement public, notamment les territoires ruraux, les territoires périurbains, etc. Dans ces territoires-là, le rôle de l'urbaniste, notamment, c'est d'aller détecter en fait les énergies qui peuvent être les habitants, mais qui peuvent être aussi des acteurs économiques locaux, industriels, commerçants ou autres, qui en fait vont être des vecteurs de transformation, c'est-à-dire qu'ils vont apporter, parce qu'ils ont des besoins, eux, je sais pas, un magasin qui veut s'agrandir, une usine qui veut dupliquer ses ateliers, etc., et qui est prête à investir. On n'utilise jamais en fait ces énergies, on n'utilise pas assez les énergies qui viennent de ces territoires pour les repositionner dans une logique générale de l'aménagement du territoire. C'est comme si c'était deux mondes différents, comme s'il y avait d'un côté l'économie, puis de l'autre côté l'aménagement du territoire. Et d'un côté, on aurait des plans et tout ça, mais qui ne servent à rien, parce qu'en l'occurrence, dans ce cas-là, il n'y a pas de moyens pour planifier et avoir une action publique effective sur le terrain. Et de l'autre côté, des énergies privées, qu'elles soient habitantes ou je dirais, de l'ordre de l'activité économique, qui ne sont pas utilisées au bénéfice en fait, du territoire, ou ne sont pas en tous les cas mobilisées au bénéfice du territoire dans lequel elles s'inscrivent. Et donc, on a une nécessité, plus que jamais, à fédérer, j'allais dire, ce qui est de l'ordre des politiques publiques, ce qui est de l'ordre de la citoyenneté et ce qui est de l'ordre des énergies privées, qui sont trois champs en fait parallèles, qui ne se rencontrent pas et qui pourraient mieux se rencontrer. Donc moi, effectivement, pour moi, l'urbanisme du futur, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas faire des plans masse et attendre qu'il y ait financement pour mettre en place ces plans masse. C'est plus ça. C'est par contre avoir des idées stratégiques en articulation avec les politiques publiques, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire on ne fait pas un projet de territoire sans les élus, quoi, et en articulation avec les besoins réels des habitants et la manière dont ils s'investissent, titre personnel ou collectif, dans ce processus, et en articulation avec les énergies privées, quoi. Et ça, c'est très difficile parce que, par exemple, l'administration n'est pas du tout prête à ça, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, on va dire les procédures comme l'ANRU, par exemple, qui est une machine de guerre. Donc ça veut dire très concrètement que c'est très technique. On fait des protocoles, on fait des machins, etc. Il y a des tableaux Excel. L'ANRU, pour moi, c'est le tableau Excel. C'est-à-dire tous les gens qui sont chefs de projet d'ANRU, leur premier outil, c'est le tableau Excel. Ils ont ce tableau Excel énorme. Alors 2011, 2012, 2013, 2014, machin, poste, tac, 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 tac. Enfin, il suffit, c'est les plus beaux tableaux Excel que j'ai vus. Des trucs, ça tient sur 2-0 quand on les imprime, là, en 10 points. C'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'il y a un outil technique qui est absolument colossal, et en même temps, évidemment, cette machine, sans laquelle, quand même, il faut le dire, il n'y aurait pas ce type de choses, parce que personne ne mettrait l'énergie et l'argent pour le faire, elle n'est pas complètement préparée à capter l'entrepreneur du coin, le fait qu'il y ait des gens au 4e étage qui ont un salon de coiffure, etc. Et qu'il y ait une vie, en fait, dans ces quartiers, où quel que soit le lieu, c'est pareil dans les villages, c'est pareil partout dans le périurbain, partout, disons, je dirais, où les politiques publiques sont un peu désarçonnées. Et en réalité, la capacité à prendre acte, d'une part, et à faire avec, c'est-à-dire en fait s'appuyer ou faire rebondir ces initiatives, elle est pour l'instant défaillante. Donc elle se construit petit à petit, mais je pense que c'est un chantier du futur. Oui, Stéphane Cordobès, en tant que donc, chargé de prospective dans un organisme qui s'appelait la DATAR et qui a changé de nom, qui a mis donc les enjeux d'égalité des territoires en avance. Donc comment vous réagissez à cette position? Comment vous faites un pas vers l'hybridation? Je me doutais bien quand même que pour le premier représentant de l'État, entre guillemets, qui allait parler, la situation risquait d'être un peu inconfortable. Donc merci Frédéric d'avoir confirmé ce point. Non mais au-delà de ça, alors c'est pas tant la casquette État que je vais prendre, mais plutôt prospective. Je crois qu'on peut être... C'est la nôtre aussi. Je l'ai bien compris. Je crois qu'on peut être que d'accord avec ce que Frédéric vient de dire. Il y a quelque part une obligation quasi morale à être d'un pragmatisme absolu pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres. Parce que
ce qui a été présenté ce matin, en fait, concernait avant tout la France. Si on élargit un petit peu, si on change un petit peu d'échelle, on s'aperçoit que la manière même dont on traite ces problématiques, en mettant en avant leur côté expérimental, leur côté alternatif, etc. Si on passe à l'échelle monde, 7 millions d'habitants, 10 milliards en 2050, 64 ou 65% de la population qui sera urbaine, dont un tiers qui vivra dans des bidonvilles ou dans l'habitat informel. Les questions qui ont été abordées ce matin, de la mobilisation des savoirs vernaculaires, de la mise en place des collectifs, enfin, tout ce qui a été montré, en fait, est absolument pas une question marginale, c'est en tout cas à l'échelle monde, une question centrale si on veut être au rendez-vous de l'urbanisation qui est devant nous. Donc, de fait, c'est vraiment fondamental. Et quand je dis pragmatisme, c'est que je pense que le débat de savoir, même si on comprend bien que le titre de la table ronde est volontairement un petit peu provocateur. On peut remettre le générique, s'il vous plaît. C'était pas pour ça. La question de savoir si c'est tout État ou on devine la suite sans État n'a absolument aucun sens. Alors, et particulièrement en France où alors, je veux bien qu'on ait des procédures rigides, qu'on soit des professionnels des tableurs Excel, etc. etc. En même temps, il y a aussi une expertise qui est encore fort utile. D'ailleurs, tu citais les cas des territoires qui sont peut-être moins bien dotés en termes d'ingénierie. Souvent, le discours n'est pas on ne veut pas d'État. Au contraire, le discours est plutôt que l'État nous fournisse les moyens d'eux. Donc, on n'est pas dans une logique de rejet, enfin, il me semble en tout cas, ou dans une logique de renoncement à ce rôle tenu par l'État. On est peut-être plutôt confronté à une demande d'acteurs qui montent en responsabilité, que ce soit les collectivités ou que ce soit des collectifs moins institutionnels, et qui en même temps font valoir que parfois le système de normes est quelque peu bloquant pour expérimenter, pour trouver des solutions locales, etc. Enfin, tout ce que vous avez décrit ce matin. Mais en même temps, on voit bien que ce n'est pas dans l'opposition qu'on pourra trouver des réponses pertinentes à ce questionnement-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique dialectique, au sens où deux positions qui s'affrontent. Et d'ailleurs, dans les exemples que vous avez montrés, que le collectif a mis en avant tant à Venise que dans l'ouvrage, en général, on trouve des solutions quand les acteurs acceptent de sortir de leur posture de la posture de leur institution et acceptent de travailler ensemble pour trouver des solutions qui, en général, sont adaptées et aux ressources locales, ressources de différentes natures, en particulier humaines, et pas autrement. C'est-à-dire que la solution n'est pas dans l'opposition frontale. Enfin, il ne me semble pas, en tout cas, je ne l'imagine pas comme ça. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, c'est sans doute une invitation adressée à l'État à changer ses modes de faire, mais à nouveau, je dirais simplement, peut-être plus vite qu'il ne le fait déjà. Parce que, de fait, et puis Frédéric, tu es bien placé pour le savoir, puisque justement, tu travailles avec les différentes... tu collabores, je n'aurais pas employé le terme, mais grosso modo, des niveaux... Et François, tout à l'heure, en présentera certains. L'État est déjà en train de changer ses manières de faire et propose des dispositifs qui ne correspondent pas du tout, enfin, il me semble en tout cas, à... cette espèce d'image caricaturale d'un État omnipuissant, omniprésent, qui impose par la norme. On n'en est plus là quand même. Ce matin, nous avions des architectes rusés, des maçons inventifs, et ils nous disaient quand même qu'ils devaient beaucoup à un préfet bienveillant, un percepteur qui n'était pas là le jour-là, qui avait bien choisi son jour pour ne pas être présent. Voilà, une position quelquefois des acteurs de l'État de terrain, hein, je parle volontairement de percepteurs, de préfets ou d'un directeur de DDE, une position qui, pour l'instant, effectivement, est elle-même une ruse. Alors, c'est un premier stade, en quelque sorte, de l'évolution qui est un petit peu individuel, même si on sait bien que tout détenteur de l'autorité de l'État a une marge d'interprétation. Mais là, il interprète la marge bien large.
Alors, vous avez raison, mais en même temps, si j'étais mauvaise langue, je pourrais me demander si dans la corporation des architectes, il y a bien un consensus autour de ces nouvelles approches ou pas. Enfin, je veux dire, Pas du tout. Je pense que voilà, on est bien d'accord. Donc, la question n'est pas tellement celle des corps et de la posture des corps, mais on voit bien que là où ça bouge, c'est qu'en général, il y a des collectifs d'acteurs qui appartiennent à des institutions ou à des organisations différentes et qui, par bonne volonté, par bienveillance, par ouverture d'esprit, par pragmatisme, acceptent de s'engager ensemble, quitte parfois à prendre certaines libertés avec des normes ou avec des règles existantes. Ce qui ne veut pas dire que, par ailleurs, il ne faut pas travailler et essayer d'améliorer le système de normes pour qu'il permette justement ces expérimentations ou l'invention de réponses portées collectivement, co-construites, etc. Mais en général, c'est bien quand il y a ces réseaux qui se forment, d'acteurs venant de différents endroits, portés par la même ambition, les mêmes objectifs. Je ne suis pas sûr que le terme d'ambition soit bienvenu, mais enfin en tout cas les mêmes objectifs, la même volonté de répondre à des enjeux concrets de territoire, qu'il se passe quelque chose. Finalement, la question, elle est plutôt sur la manière dont on peut généraliser ces pratiques, favoriser leur reproductibilité, favoriser leur essaimage. Enfin, il me semble qu'une des questions est celle-ci. Si je fais, je vais aller sur un dispositif sur lequel on travaille avec Frédéric, on a travaillé avec Frédéric autour de la question périurbaine, qui est portée par le ministre de l'Aménagement du Territoire et le CGET. À partir du moment où on arrive à poser le constat qu'il y a un problème dans les espaces périurbains, mais on pourrait dire dans les espaces ruraux, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, moins d'ingénierie, moins de ressources, mais en même temps des habitants qui eux-mêmes sont dotés de capacités de projet, etc. Bon. Il y a un problème. Une fois qu'on a posé le problème, et de fait, la question périurbaine n'a jamais été considérée comme un objet politique à part entière. Il n'y a pas eu de politique en faveur des espaces périurbains, comme il y a des politiques en faveur des métropoles, des villes moyennes, etc. On pourrait très bien dire, on continue à faire des politiques d'État. Bon, de fait, on ne débouche pas du tout là-dessus. De fait, on essaye de traiter la question périurbaine comment ? En essayant, à travers du débat d'experts, de changer les représentations qu'on peut avoir sur ces espaces. Et le fait de passer de espaces moches, sans intérêt, sans ressources, de l'entre-soi, etc., à, au contraire, des espaces où aussi des projets existent, où il se passe des choses, où tout n'est pas forcément non durable, même si on nous a montré aussi des exemples ce matin assez inquiétants. Bon. Mais le simple fait de changer de regard, déjà, permet d'ouvrir un dialogue. C'est ce qu'on a tenté de faire. Le fait d'aller mener du débat public dans ces espaces avec les citoyens pour aussi mieux prendre en compte leurs usages, pour mieux comprendre les attentes, les besoins, etc. C'est-à-dire une logique d'ouverture à la fois et puis d'écoute du terrain. C'est un deuxième levier qu'on a actionné qui paraît assez intéressant. Le fait ensuite d'identifier et de valoriser des expériences ou des initiatives, excusez-moi pour le terme, il fait un peu passe-partout maintenant, mais innovantes en tout cas, des manières d'agir localement qui répondent à des enjeux de mobilité, de cohésion sociale, d'espace sur les espaces publics, etc. Donc non pas appel à projet, non pas politique descendante, mais au contraire identification de projets déjà existants qui sont portés par des collectifs ou des acteurs très différents pour ensuite essayer de favoriser leur essaimage. Voilà aussi une autre manière de faire. Je ne vais pas parler des ateliers des territoires, parce que mon collègue va en parler après, mais à nouveau, mettre en place des experts, une ingénierie pour accompagner la construction de projets de territoire, non pas à travers des projets définis en haut qu'on viendrait appliquer de manière mécanique en bas, mais au contraire, en travaillant avec les acteurs locaux pour que collectivement, ils construisent ce projet et avec une expertise qui n'est pas là pour proposer un modèle, mais pour apporter l'expertise technique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, sur les projets architecturaux, apporter une expertise technique au service du projet des acteurs. J'ai l'impression qu'on est déjà dans un mode de faire qui est assez loin de la caricature que l'on fait parfois des politiques publiques territoriales, pensées du haut et qu'on essaye d'appliquer en bas.
À ce sujet-là, moi, je voudrais quand même rappeler une chose qui est assez intéressante. Évidemment, c'est pas aujourd'hui que ça s'est fait, mais il y a eu quand même, dans les années 70, il y a eu un moment, évidemment, le choc pétrolier a été la première chose qui a entamé, évidemment, la destitution, finalement, du grand ensemble comme une solution. Il faut savoir qu'en Europe, la France a construit plus de grands ensembles que n'importe quel pays européen, donc ça a été notre manière de faire. D'autres faisaient des cités-jardins, nous on faisait des grands ensembles. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi à cette époque-là qu'il y a eu les lois Raymond Barre qui ont promu quand même l'étalement urbain avec la petite maison pavillonnaire. Donc il y a eu quand même des moments où il y a eu voilà, les politiques publiques parfois ont aussi, je veux dire, promu cette forme d'urbanisme. Ce qui est assez drôle puisque en soi on estime assez rapidement que c'est beaucoup plus consommateur en énergie suite au choc pétrolier d'aller construire des petites maisons isolées que de construire des grands ensembles. C'est peut-être mieux pour la consommation des ménages, mais société de consommation, mais beaucoup moins évidemment en termes de consommation d'énergie. C'était un désastre de faire ça. Et puis le désastre évidemment qu'on voit aujourd'hui. Bon, ça fait des années que je passe mon temps à voyager en France. Je voyage très peu à l'étranger. Je prends ma voiture, puis je me déplace. Alors, c'est pas très bien, mais en même temps, ça me permet de voir des endroits qu'on ne voit pas quand on traverse en train. Et c'est vrai que on parle des entrées de ville, mais c'est beaucoup plus large que ça. L'étalement urbain, il continue aujourd'hui quand même à se faire. Les petites maisons se construisent. Moi, j'ai passé mon temps à en voir des toutes neuves qui venaient d'être posées, un peu comme ça. Nous, en tant qu'archi, on reçoit du spam tous les jours. Parmi ce spam, on reçoit qui vous vendent la maison dite d'architecte qui coûte 100 000 balles, terrain inclus, avec une toiture terrasse, parce que la maison d'archi, c'est encore la Villa Savoie dans la tête de certains, de la culture populaire. Et je pense que cette question vous avez dit un truc assez juste, je pense, qui est très important, c'est cette histoire peut-être de retard parfois que l'État a, qui va dans une direction, on peut dire ça, peut-être dans la bonne, mais qui parfois se prend un peu les pieds dans le tapis. Je vois dans le cas de l'ANRU, par exemple, pourquoi est-ce que ces projets-là ne sont pas assortis, par exemple, parce que l'ANRU, on fait un dossier, on le dépose, c'est une municipalité ou une communauté de communes qui fait son dossier. Pourquoi c'est pas assorti, même si je sais que c'est anti-européen de faire ça, mais de faire dans ce cas-là ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire réactiver des filières locales, faire travailler les entreprises du coin qui ont du mal à joindre les deux bouts, et ainsi de suite. Moi, cette hybridation en question, elle est, à mon sens, vitale. Je pense qu'on en est là. Il y a des expériences aujourd'hui dont on a voulu parler aussi à la Biennale qui sont le tout participatif, évidemment. C'est pas en opposition en tout état, mais c'est pour montrer que il y a aussi une autre manière de construire du logement quand ce sont... alors là, on est dans le privé total, c'est-à-dire que les gens se mettent ensemble autour d'une table et puis décident de construire un logement, mais c'est plus qu'un logement, en fait, c'est un ensemble de logements, un peu à la manière des Kraftwerk suisses qui maintenant ont 30 ans et qui ont d'expérience, qu'on a du mal à voir émerger en France. Alors que, à mon sens, ça répond aussi à beaucoup des questionnements sociétaux actuels, le fait de travailler non pas de manière verticale par le haut, mais plutôt vers le bas, et ainsi de suite. Ouais, j'avoue mon inculture sur certains points, sur la capacité de l'État à aussi accompagner ce travail participatif, parce que peut-être qu'il y a des subventions d'État que perçoivent aussi les privés quand ils font ce genre de projet. Donc l'État, finalement, est aussi partie prenante dans ce cas-là. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de questions liées à ça. Ouais, alors, je ne vais pas rentrer dans une apologie de l'État, ce n'était pas mon propos d'ailleurs. Je serais assez tenté de vous plagier. Vous avez commencé la table ronde en disant il y a une partie, en tant qu'architecte, il y a une partie de mon travail qui me dépasse ou qui nous dépasse. Je pense que c'est un peu vrai aussi pour l'État. Enfin, il y a une situation qui évolue très vite. Il y a certaines lourdeurs, certaines rigidités administratives, mais pas qu'administratives, parce que je pense que c'est pas lié qu'à une dimension administrative. C'est lié aussi à des questions de vision ou de stratégie. Alors vous avez cité l'exemple des grands ensembles ou du pavillonnaire. On peut ajouter les villes moyennes, les villes nouvelles, pardon, parce que c'est à peu près à la même époque. Alors il y a quand même une grosse différence, c'est que les grands ensembles ou les villes nouvelles, c'était une stratégie, une politique délibérée, volontaire de l'État. Sur le périurbain et le pavillonnaire, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que ça s'est plus fait par défaut
avec des lois qui ont permis, mais en même temps, la multiplicité des acteurs qu'il faut convoquer pour comprendre comment la péurbanisation se fabrique en France dépasse largement le seul spectre de l'État. Alors, je ne dis pas qu'il a été au rendez-vous et qu'il a mis en place un système qui a permis d'eux. La preuve, c'est que ça n'a pas permis d'eux. C'est-à-dire que les différentes lois qui devaient lutter contre l'étalement urbain, manifestement, ont été relativement peu efficaces si on regarde... C'était prévu dans la loi de 77, d'ailleurs, c'est un des premiers articles. Mais bon, on n'est pas là sur une politique de l'État délibéré, on est plutôt une difficulté à faire face à un processus d'urbanisation qui est mal régulé. Bon, ajoutons quand même que dans les années 60, enfin, il ne faut pas non plus commettre une espèce d'erreur d'interprétation rétrospective. La compréhension et la prise en compte des aspects, je dirais, environnementaux pour faire générique, aujourd'hui, n'a strictement rien à voir avec ce qui était le cas dans les années 70. Donc on ne peut pas revenir 40 ans en arrière en pointant du doigt certaines politiques en disant bah non, c'était pas du tout... Enfin, ça, c'est un peu facile. On peut très bien imaginer que dans 50 ans, on fera la même chose. Et puis que ce qui nous paraît extrêmement innovant qui a été présenté ce matin, par ailleurs, pourra sans doute pâtir de certains défauts ou aboutir à des situations qui ne seront pas forcément optimales non plus. Bon, je pense que là, le procès 40 ans en arrière est un peu facile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la manière dont, aujourd'hui, l'État amorce lui-même une mutation pour tenter de mieux répondre aux situations qui se posent dans les territoires. Mais vous avez raison, avec une certaine inertie, avec une certaine lenteur, sans doute aussi avec une certaine prudence, parce que c'est l'État et qu'il a un rôle... il a un rôle en la matière. Bon, je ne sais pas si je réponds parfaitement à la question, mais... Ce qui est sûr, c'est que tu parles d'inertie, il y a une inertie aussi dans la demande citoyenne. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, par exemple, sur la question du pavillonnaire, aujourd'hui, dans tous les quartiers, quand tu fais un quartier, pour peu que tu sois pas en centre-ville, immédiatement... l'élu ou le promoteur te dit de toute façon il faut faire des maisons parce que les gens veulent des maisons. C'est une espèce de truc d'incantation parce qu'il n'y a pas d'études non plus sérieuses en fait pour arriver à le prouver, et il n'y a pas non plus, je dirais, pour l'instant une énergie vertigineuse pour arriver à créer suffisamment de contre-propositions pour qu'il y ait un désir d'autre chose, en tout cas, ou des références qui permettraient de laisser désirer autre chose. Donc il y a aussi une grande inertie, une sorte d'engouement généralisé pour la maison individuelle et le mode de vie qui va avec. Donc moi je pense que... Bon, ça c'était une première remarque que je voulais dire. Et puis la deuxième chose, c'est que je trouve que... Comment dirais-je, t'es en train de dire en gros que l'État devient participatif, mais de plus en plus, c'est-à-dire tu fais du bottom-up sans le savoir ou en le sachant, mais en tous les cas presque de manière consciente et revendiquée, en tous les cas, ce que je trouve assez nouveau. Ce qui est sûr, c'est que dans toutes les expériences qu'on montre sont en fait des expériences, malgré tout, nous on a toujours dit, je parle de l'expo là, qu'il fallait qu'elle soit reproductible, etc., etc. En réalité, effectivement, comme tu le dis, elle procède très souvent de la ruse, consciente ou pas, mais en tous les cas, il y a toujours une ruse ou une part d'expérimentation revendiquée et organisée en tant que telle. Et on s'aperçoit aujourd'hui, moi je le vois, tous les maîtres d'ouvrage, tous les maîtres d'ouvrage, quelle que soit leur taille, à un moment donné, essayent, ils se disent, il faut qu'on fasse de l'expérimentation, parce que ce qu'on faisait jusqu'à présent, ça répond pas tout à fait à la chose. Donc, en particulier les métropoles, par exemple, ces grandes machines de guerre que sont les SEM, qui ont pendant des années en fait travaillé avec un mode de production très particulier, qui sont tous aujourd'hui à essayer comment on fait par exemple pour ramener la question de des filières locales dans les processus de construction pour éviter de construire en béton à la Bouygues de partout comme on le fait depuis 30 ans. Ça, c'est maintenant ces aménageurs qui disent ça, qui se disent mais alors comment on va faire concrètement et quel processus expérimental on va mettre en place pour arriver à mobiliser les filières locales, etc. Donc c'est au niveau institutionnel que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a les expériences qu'on montre, qui sont des expériences un peu singulières, parfois à des échelles mesurées, sont aussi portées de plus en plus par des institutions où il y a, c'est quand même des machines qui gèrent des dizaines et des dizaines de millions d'euros, voire des centaines, où il y a des dizaines de salariés qui sont des véritables outils technocratiques en l'occurrence. Je le dis sans mépris. Enfin, c'est
qui ont des outils techniques, quoi, et qui essaient de s'hybrider. Ou bien, comment on fait dans les quartiers qu'on met en place, comment on fait pour qu'il y ait plus d'opérations participatives, réelles, ou coopératives, ou associatives, qui correspond quand même à aussi une sorte de grand désespoir de l'urbanisme des 30 dernières années, qui est qu'il y a beaucoup de quartiers neufs, qu'ils soient périurbains ou métropolitains, qui, à un moment donné, où la vie peine à s'installer. Où on a l'impression que la vie peine à s'installer. C'est-à-dire qu'il faut très longtemps pour avoir l'impression qu'on est bien dans la ville, que c'est vivant, qu'il se passe des choses, qu'il y a des activités, etc. Et donc, cette volonté de plus en plus forte, je pense, de susciter, en fait, des opérations expérimentales, y compris sur le montage, sur l'association des habitants, effective, en fait, y compris dans le montage opérationnel, etc., elle est de plus en plus fréquente. Et elle s'appuie sur un double phénomène. Moi, j'insiste là-dessus, parce que moi, je pense que si on veut revenir aux politiques, les architectes, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Ça, pour moi, je le défends à titre personnel, mais elle s'appuie sur une inculturation et un investissement croissant, en fait, des citoyens sur les questions, en fait, d'aménagement, y compris en tant qu'acteur direct, y compris en tant qu'acteur économique, c'est-à-dire en disant j'ai une idée, j'ai une initiative, je propose que, et sur une évolution institutionnelle. Parce que malgré tout, l'habitat participatif aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la loi Allure qui n'existait pas avant et qui donne un cadre avec le brio, etc., qui permet de le faire dans de bonnes conditions. En fait, c'est pas comme ça, simplement. Donc c'est complètement lié. C'est-à-dire qu'il faut arrêter le délire. La politique, c'est à la fois les citoyens et les institutions qui, donc la loi, l'Assemblée, les élus, etc., qui sont en interaction et qui nous permettent d'avancer, quoi. Je dis ça parce que moi je suis très agacé par certains de mes confrères qui sont toujours en train de dire écoutons les habitants, tout ira mieux. Mais, oui, sauf que s'il n'y avait pas les lois qui suivaient, et il suffirait de politiques publiques moins généreuses, et c'est pas si difficile à mettre en place, quoi. C'est-à-dire pour que ça soit plus difficile encore de travailler de manière coopérative, associative et intelligente et expérimentale. L'expérimentation, elle n'est là que parce qu'elle a des espaces de liberté suffisants pour pouvoir se développer. Et ça dépend d'un rapport, d'un équilibre, en fait, entre l'initiative citoyenne et le cadre institutionnel. Est-ce que je voudrais poser une question aux deux jeunes architectes qui sont avec nous d'une autre manière. Cette hybridation dont on parle aujourd'hui, depuis 1974, c'est-à-dire que prenons cette date pour parler de la première ébranlement du grand modèle français de développement urbain appuyé sur une industrialisation lourde. Vous êtes la troisième génération d'architectes qui tentaient des expériences. C'est la troisième. Je les ai toutes vues. Je suis très âgée. Je les ai toutes vues. Et donc, je vous écoutais ce matin, et c'est un petit peu faire bouger les choses. C'est un petit peu comme le débarquement en Normandie, quoi. Il y a eu la première vague, la deuxième, la troisième, et puis on y arrive. Et effectivement, on n'a pas le temps de le faire là, mais décennie après décennie, il y a une évolution, il y a des gains positifs, à la faveur aussi de la décentralisation, à la faveur de la déconcentration, à la faveur de la réforme de l'État. Mais moi, ce matin, en écoutant dans toutes ces expériences, j'avais aussi l'impression que les architectes avaient beaucoup évolué dans leur propre pratique. Nous sommes en train d'interpeller un agent de l'État parce qu'on le tient, là. On le tient. Mais j'ai l'impression que dans ce cumul d'expériences depuis les premières générations écologistes, disons, des années 74, qu'on trouvait à l'époque d'ailleurs dans les laboratoires des écoles d'architecture, il y a un cumulatif. Il faut continuer. Effectivement, nous sommes un pays où l'État compte beaucoup plus que dans des pays fédéraux qui sont nos voisins. Nous devons continuer effectivement à exiger, à demander, à travailler. Mais nous-mêmes, ne sommes-nous pas en train quand même, cumulativement, d'hybrider notre propre pratique? Je pose la question aux jeunes architectes, à Frédéric, et je vous demande à vous votre avis, Stéphane. C'est vrai que nous, on n'a pas une expérience de 30 ans, du coup, on n'a pas forcément on n'a pas vécu toutes ces transformations, mais je dirais que
La modification, bon, dans notre profession, on a plein de pratiques quand même qui peuvent être très différentes. On l'a bien vu ce matin aussi, il y a des architectes qui vont se positionner en tant qu'accompagnateurs, d'autres qui vont plutôt aller dans des cadres plus classiques, mais essayer dans ce cadre-là d'avoir vraiment justement ce rôle très précis. Ce matin, ce qu'on a vu, et on parle d'hybridation, mais dans la pratique en tant qu'architecte, on a plein de façons en fait, d'exercer son métier. Et c'est vrai que on opposerait en fait le cadre participatif au cadre institutionnel. Et c'est vrai qu'on voit que c'est pas du tout les mêmes pratiques. Mais chacun pourtant fait son travail d'architecte dans sa position et dans son rôle à chaque fois. Donc on va dire qu'il peut choisir d'une certaine façon dans quel cadre il souhaite évoluer. C'est-à-dire que quand on répond à un appel d'offres pour réhabiliter des tours à Rouen, on sait dans quel cadre on s'inscrit et on sait quel combat on va devoir livrer. Ça sera un combat pour le projet, ça sera parfois aussi un combat contre le maître d'ouvrage, mais l'exemple de Rouen est très significatif là-dedans, où on s'aperçoit qu'ils ont assumé pleinement ce rôle de combat, et pour finalement arriver à un résultat qui satisfait les habitants. Donc au final, c'est réussi. Après, sur le cadre participatif, c'est encore tout à fait différent, où on a un rôle de chef d'orchestre un petit peu différent, beaucoup d'écoute et une autre dynamique. Donc moi, je ne sais pas si... certainement, ça a changé, mais c'est vrai qu'on est à chaque fois, ce qui est permanent, je dirais, c'est l'engagement dans toutes ces démarches qui est très important. C'est un engagement... Il faut de la méthode. L'engagement ne suffit pas. Non, mais c'est un engagement aussi... C'est ce qui a été bien clair pour moi ce matin. Ouais. L'engagement ne suffit pas. Non, mais c'est un engagement aussi auprès des élus, c'est dans l'exercice de tous les jours de notre métier. C'est-à-dire quand on travaille avec des élus, avec des entreprises, c'est quand même à chaque fois une capacité à intéresser au projet pour arriver au bon résultat. Donc, c'est vrai qu'il faut de la méthode. Après, voilà, je pense qu'il y a eu... Ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes pratiques et les différents niveaux auxquels l'architecte aujourd'hui a accès. Parce que, étant jeune architecte, on va l'être encore pas mal d'années, ce que j'ai compris. 50 tant ans. Mieux, tant mieux. On est aussi... après, chacun peut avoir sa perception des choses. Moi, je suis assez bourdieusien dans ma manière de voir les choses. On est imprégné par la culture, imprégné par nos pairs, imprégné par nos enseignants. Donc, il y a aussi une inertie dans notre discipline. C'est-à-dire que on est aussi le produit de l'enseignement qu'on a reçu aussi. Et on est aussi le produit de nos pairs. Moi, je sais qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est un exemple qui joint les deux bouts, selon moi, de l'échiquier. On se réintéresse à Fernand Pouillon, par exemple. Fernand Pouillon, c'est quand même une figure assez particulière, puisque c'est un type qui a fait de la promotion immobilière, alors que c'était interdit depuis la création de l'ordre pendant la guerre. D'ailleurs, le premier président de l'ordre, c'était Perret, qui était lui-même à moitié promoteur. Donc, on voit qu'on avait du mal à continuer ça. Et Pouillon l'a fait. Et à la fois, c'est l'un des architectes qui s'est engagé le plus, c'est-à-dire que son métier était un service public. Donc, c'est assez... moi, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est que, en effet, la vraie hybridation, c'est qu'in fine, que ce soit l'État ou les privés, in fine, les gens qui vivent le cadre de vie, ce sont des privés. Alors on voit la difficulté aujourd'hui, c'est à quel point nous partageons des choses communes, à quel point nous arrivons ou pas à discuter. On voit bien que la société actuelle est un peu crispée et on a du mal à discuter entre nous. Peut-être que notre génération d'architectes, évidemment qui vit ça de plein fouet, a peut-être une réaction par rapport à ça, en effet. Et se rend bien compte qu'il y a la solution démiurgique de l'architecte qui arrive par en haut et qui pond son projet et puis qui se barre. On voit bien que c'est pas ça qui va résoudre les problèmes sociétaux actuels. Donc peut-être que ce qu'on veut dire, notre réponse à la question, c'est celle de dire que c'est notre époque aussi, cet éclatement de la société. Je crois qu'on a vu ce qui s'est passé il y a quelques temps. Ça n'a jamais été aussi violent. En tout cas, c'est très très violent ce qui arrive aujourd'hui. Et qu'une partie de notre réponse à travers Venise aussi, c'est de montrer que l'architecture est un des moyens et un des leviers les plus forts, puisque c'est ce que nous partageons tous. En réalité, même quand on prend l'avion et qu'on survole la France entière, on se rend compte que l'architecture, entre guillemets, architecture au sens très large du terme, c'est-à-dire évidemment en enveloppant l'urbanisme, en enveloppant le paysage et ainsi de suite,
tout le paysage que nous avons est structuré par notre présence. Je crois que c'est... Voilà, le monde est fini. Enfin, ça a été une grande découverte aussi du XXe siècle. C'est une fois qu'on a fait tout le tour de la Terre et qu'on s'est rendu compte que quasi était tout là, que la Terre était un élément fini et qu'on ait commencé à consommer trop de ce qu'elle nous proposait. Donc notre génération, c'est peut-être cette frugalité qu'on invoque de plus en plus souvent dans les discours de notre génération. C'est aussi parce que nous sommes le produit de notre culture, et le produit de notre culture actuelle, c'est de régler ces questions sociétales. Donc voilà, peut-être que le participatif est évidemment un des phénomènes, un des moyens d'y arriver. On a d'autres moyens qui sont évidemment aussi de travailler avec l'État, mais je pense que peut-être ce qui relie une génération, voilà, c'est celle-là, c'est celle d'aller d'essayer de tenter de résoudre des problèmes sociétaux à travers l'architecture. J'ai une collègue du ministère de la Culture, donc je vais la laisser répondre à l'évolution du métier d'architecte. Ça me paraît plus... Il y a manifestement enfin, je rebondis juste sur ce que vous venez de dire. Il y a quand même des positions qui ont changé. En 30 ans, l'État était tout puissant via la décentralisation, entre autres. J'ai l'impression quand même qu'il y a un partage des responsabilités, entre autres dans les territoires, qui s'établit petit à petit. Vous parliez du rôle de l'architecte intervenant des Murges. Bah oui, c'était aussi un notable. Je ne suis pas sûr qu'on puisse encore aujourd'hui considérer que les architectes sont encore des notables. Parfois, j'ai même l'impression qu'ils sont plus proches des travailleurs sociaux que du notable au sens... puisque tu citais Bourdieu au sens bourgeois du terme. Je veux dire, les acteurs portent parfois encore le même nom, mais manifestement n'ont plus du tout ni la même posture pour certains d'entre eux, ni les mêmes pouvoirs, ni les mêmes compétences, et sans doute non plus les mêmes objectifs. Donc la situation semble identique, alors qu'en fait, dans ces configurations, dans ces agencements, elle est très différente. Moi, ce que je retiendrai de Venise, en fait, ou de cette exposition, et qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que, et de manière un petit peu provocatrice, c'est que finalement, il n'y a pas d'espace ordinaire. C'est-à-dire que là où Venise montre qu'il y a des choses innovantes qui se passent dans ces espaces ordinaires, de fait, ces expériences-là montrent aussi que ce ne sont pas des espaces ordinaires au sens où ils méritent la même attention, la même mobilisation d'expertise, le même engagement que des espaces jugés plus extraordinaires, métropolitains, grandes villes ou autres. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort, parce que au-delà du fait que ça doit rester, ces espaces doivent rester dans le viseur des politiques publiques et bénéficier d'attention, en même temps, ça montre aussi, dans la nouvelle configuration qui est la nôtre, que ce sont aussi des espaces qui disposent de ressources qu'il faut activer, qu'il faut mettre en capacité. Il y a des habitants, il y a des jeunes architectes qui s'y investissent, il s'y passe des choses, il y a du projet. Et finalement, bon, c'est un débat très actuel, mais la question, c'est plus tellement de les considérer comme des espaces qui seraient délaissés ou qui sont des espaces ordinaires. C'est plutôt quelle ingénierie, en particulier quelle ingénierie urbaine, on met en place pour répondre à ces enjeux d'espaces urbains qui n'ont peut-être pas été au centre des préoccupations aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'exposition est extrêmement, à la fois extrêmement intéressante, extrêmement galvanisante. Ça montre qu'on peut y faire des choses. Et comme par ailleurs le constat est plutôt de dire on doit y faire des choses pour répondre à certains enjeux sociétaux qui sont bien présents aujourd'hui, il y a une convergence de vues qui me paraît extrêmement productive. Moi, j'ai commencé mes études il y a un peu plus de 30 ans. Un des premiers livres que j'ai lus, c'est L'architecte, le prince et la démocratie de Michel Aragon. Donc c'est une vieille histoire, et bien au-delà, en fait, j'allais dire, parce que ce dont on parle, en fait, dans l'évolution du métier. Moi, je pense qu'il y a le rapport, l'évolution du rapport architecte et pouvoir. Une évolution considérable. L'architecte, quand même, en tant que discipline, les gens qui ont écrit les traités, etc., sont plutôt des gens issus des classes supérieures de la société qui, en fait, travaillaient pour
d'abord les aristocrates, puis les commerçants, etc. Donc c'est effectivement, le rapport au politique était extrêmement présent. Il est fondateur de cette profession pendant longtemps. Et je pense que il y a eu toute une série d'évolutions, il y a eu des expérimentations, y compris dans le niveau social, enfin sur l'architecte au service d'une question sociale dès le 19e siècle, hein, c'est pas une chose qui date d'avant-hier. Il y a eu, on en parle d'ailleurs dans le livre manifeste, des engagements considérables d'architectes sur des grands programmes en fait publics, notamment sur la question du logement de masse, la reconstruction, etc. Donc il y avait toujours, ça ne veut pas dire que les gens n'avaient pas une vision sociale, mais il y avait quand même un rapport au pouvoir extrêmement central. Aujourd'hui, ça c'est clairement c'est vraiment en train de changer. C'est-à-dire que je pense que le fait qu'il y ait une commande, qu'elle passe par un commanditaire qui est soit un grand donneur d'ordre public, soit une grande société ou une société commerciale ou financière, est en train de changer, puisqu'on voit une génération d'architectes qui fabriquent en fait en amont, enfin qui vont à la rencontre d'une commande qui n'existe pas encore, on en a parlé ce matin, et qui se constitue en fait par des interactions entre des gens qui ont du pouvoir institutionnel, des gens qui sont des citoyens, des gens qui sont des acteurs économiques et des gens qui sont des professionnels. Et ça, je trouve ça, au-delà de l'architecture même, parce qu'on dit les architectes, mais il y a aussi les paysagistes, les ingénieurs, c'est quand même des manières de travailler qui sont en train de changer. C'est plutôt très agréable, même si c'est encore un peu marginal, je pense que cette tendance-là est assez intéressante. Moi, dans les débats publics, parce que souvent, il y a c'est assez drôle, parce qu'il y a dans les star systems, il y a l'architecte artiste, quoi, c'est-à-dire où on n'ose à peine lui parler, parce que c'est un artiste, alors... Il est là sur son piédestal. Donc, monsieur l'architecte, est-ce que vous pensez, ne serait-ce qu'une seconde, qu'on pourrait éventuellement envisager de bouger enfin, on n'ose même pas le dire. Bon. Donc, on dit, monsieur l'architecte, vous êtes un artiste. Moi, je sais que dans certaines réunions où on me dit, et je corrige systématiquement, on me dit, on va laisser parler le technicien en s'adressant à l'architecte. Je dis, je ne suis pas technicien. J'ai un savoir-faire technique d'architecte, effectivement. Mais en fait, mon engagement dans ce projet, c'est un engagement d'architecte citoyen, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire ce métier, c'est moi ce que je défends, sans associer en fait un savoir-faire qui est disciplinaire, effectivement, qui ne parle pas forcément de la société et qui apporte des solutions, y compris techniques, et engagement, le mot est un peu passe-partout, mais en tous les cas, une conscience forte d'une part et un engagement, je vais le dire quand même, citoyen sur des questions communes. Alors, ça a l'air comme ça, on se dit, il enfonce une porte ouverte, mais non, en fait, c'est pas du tout évident. Il y a des gens dans la profession qui sont encore très sécurisés par l'idée qu'ils sont soit des artistes, soit des techniciens, et qu'en gros, si on leur demande leur avis, c'est en tant qu'experts. Et que finalement, ils rejettent dans le champ du politique strict la décision et l'arbitrage. Alors moi, je pense qu'on participe, en fait, du débat. On est un élément, on n'est pas des experts extérieurs, on est dans le débat, avec nos outils. Ça, je pense que ça, c'est une posture peut-être particulière, mais en tous les cas qui s'exprime beaucoup, je trouve, dans les projets qu'on montre. D'ailleurs, du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez à un moment, que les architectes n'étaient plus forcément les notaires qu'à l'image qu'on avait avant. En effet, il faut voir les chiffres. Il y a un quart des architectes qui se payent moins de 500 € par mois. Donc déjà, bon, on n'est pas tous des notaires. Et notables, pardon, excusez-moi. Bonjour le lapsus. C'est bourdieusien. Ouais, c'est complètement bourdieusien, ça. Pourtant, je ne les côtoie pas beaucoup, mais... mais en effet, peut-être qu'il y a une consommation, parce qu'on connaît tous l'histoire de l'enseignement de l'architecture, après les Beaux-Arts, l'éclatement des Grands Prix de Rome, qui a pris un peu de temps, à qui on filait les commandes directement, les architectes des palais et monuments nationaux. C'est vrai qu'il y a peut-être une consommation finale de ce lien, en effet, de l'architecte avec le roi. Il y a sûrement peut-être un ancrage beaucoup plus important de notre profession dans la société civile. Mais ça, je pense que c'est une valeur, c'est une vertu exceptionnelle de ce qui arrive aujourd'hui. Je pense que les temps de crise sont des moments difficiles, mais c'est aussi possiblement des temps où on se pose des bonnes questions. Et je pense que tous les exemples qu'on a vus ce matin et celui-là montrent bien qu'on a tout à gagner, évidemment, à avoir ce nouveau rôle, en fait.
Voilà, je loue cette nouvelle position. Elle est difficile à tenir. Je pense que vous parliez de corporation. Moi, je pense que justement, les architectes ne savent pas être corporatistes, mais parce qu'ils ne se regardent pas toujours les uns les autres. D'ailleurs, parfois, ils s'appellent malheureusement concurrents quand ils sont sur un concours, alors qu'en réalité, ils ne sont pas concurrents. Je veux dire, on est confrères. On est juste invités au même concours à présenter une idée. Donc voilà, c'est pas. Si on veut voir un affrontement là-dedans, c'est peut-être seulement un affrontement d'idées. C'est pas un affrontement de deux entreprises avec évidemment un chiffre d'affaires derrière. Je pense que il y a voilà, on peut pas appeler ça une révolution, mais en tout cas, il y a en effet une mutation de notre profession dans ce rapport à la société civile. Je pense qu'il faut l'accompagner. On en parlait évidemment. C'est loin de nous l'idée de faire la publicité de notre propre structure de collectif, mais ça aussi, il faut le regarder pour ce que c'est. Voilà, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est une figure qui revient assez de manière cyclique, comme beaucoup de choses dans la vie. Mais là, il faut avouer quand même que ça s'intensifie, et pas que dans notre profession, justement, dans quasi tous les corps de notre société. Il y a beaucoup de collectifs qui se créent. Et je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'attention, parce que ça témoigne aussi d'un changement de société et de cet ancrage beaucoup plus fort, en tout cas des architectes, dans la société civile. Donc l'État évolue, ça nous n'en doutions pas. Nous n'en doutions pas. L'État évolue, effectivement, et en particulier, et effectivement, notre propre métier fait un pas non seulement vers l'État, mais faire un pas de PECU, effectivement, à une structure d'ONG. Vous êtes un collectif. D'autres, le cas du projet vosgien, expliquer comment un projet peut être abondé et en recherche. D'ailleurs, le cas vosgien était intéressant parce qu'entre des aides d'État, recherche scientifique, soutien à la filière bois et l'architecte, et bien la Chambre des métiers, il y a l'élu. C'est-à-dire que ce dialogue n'est pas... On est sorti de ce dialogue aussi très singulier, comme tu disais, de l'architecte et du politique. Aujourd'hui, la société, la déconcentration et en effet la décentralisation crée aussi, donne du poids à des rouages qui permettent qu'en effet cette hybridation fonctionne beaucoup mieux que dans ces tête-à-tête, excusez-moi. Ça fait une bonne conclusion, peut-être pour ce premier débat. Nous sommes sortis. Vous avez bien compris, c'est tête-à-tête, je viens de le trouver, je te le donne. Et donc pour introduire donc je vous remercie. Je vous remercie beaucoup.